Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation de mon travail de fin de bac qui s'intitule Géochimie des produits d'altération hydrothermale à Ischia et Solfatara. Alors, la présentation va suivre la structure du travail écrit, donc c'est-à-dire je vais commencer par l'introduction et ensuite le contexte géologique, puis la partie matériel et méthode, suivie de la partie résultat, la discussion et enfin la conclusion. Alors pour commencer, l'introduction, qu'est-ce que l'altération hydrothermale et a fortiori, qu'est-ce que un système hydrothermal? Donc pour illustrer cela, voici un modèle conceptuel de la Solfatara, un des deux sites d'études dont fait l'objet ce travail. Alors, la Solfatara est un système hydrothermal, c'est-à-dire que c'est constitué de trois éléments. Premièrement, une zone de réservoir constituée de roches perméables dans lequel circulent des eaux météoriques d'une part et des fluides magmatiques d'autre part. Deuxièmement, une source de chaleur, donc il y a un corps magmatique qui va transmettre la chaleur à la zone de mélange d'eau météorique et de fluide magmatique, et puis en dernier lieu, une zone de remontée des fluides qui vont déboucher sur des fumerolles. Dans ce cas-ci, il s'agit de solfatars qui viennent de la solfatara. Et il y a trois fumerolles ici, Fangaya, F, Boca Grande, BG sur le schéma, et Piscarelli, qui est illustré par un P. Un paramètre important du système hydrothermal de la Solfatara est l'énergie totale libérée, qui équivaut ici à 120 MW. L'objectif de mon travail de fin de bachelier est de caractériser les produits d'altération hydrothermale, c'est-à-dire que il y a des roches qui sont des roches saines, que j'appelle protolithes, et qui subissent des phases d'altération hydrothermale, et les minéraux ont déjà été identifiés dans les travaux antérieurs, et moi j'ai cherché à identifier les migrations géochimiques. Il s'agit de savoir quels sont les éléments appauvris ou enrichis. Alors, cette introduction étant faite, passons maintenant au contexte géologique. Donc, il faut souligner en premier lieu que la Solfatara et Ischia sont deux sites localisés dans le Phlegraean Volcanic District, qui est situé en Campanie, dans le centre de l'Italie, à proximité de la ville de Naples. Les roches saines, que ce soit pour Ischia ou pour la Solfatara, ont tous deux une composition proche. Il s'agit d'une trachyte, c'est-à-dire une roche volcanique riche en potassium felsique et qui contient de la sanidine, un polymorphe haute température de l'orthose. Alors comme vous pouvez le voir sur cette carte, qu'il s'agit d'Ischia ou de la Solfatara qui se trouve dans les Campi Flegrei, donc les champs flégréens, le substrat est constitué de dépôts volcaniques du Quaternaire. Maintenant, pour la Solfatara, l'histoire géologique peut être divisée en deux événements majeurs. Premièrement, l'éruption qui a donné lieu à l'ignimbrite campanienne. Cette éruption a eu lieu il y a 39 000 ans et est à l'origine d'un dépôt de truffes trachytiques saturées en potassium. Cette éruption est, selon certains chercheurs, probablement à l'origine de l'extinction de l'homme de Néandertal. Deuxièmement, une éruption qui a eu lieu il y a 15 000 ans et qui a créé le tuf jaune napolitain, qui est un matériau de construction utilisé en divers bâtiments à Naples et qui est constitué de zéolite et de feldspath. Alors maintenant qu'on a établi l'histoire géologique, regardons quantitativement le système hydrothermal de la Solfatara. Alors pour cela, on peut regarder une prospection géophysique qui a été réalisée par Gress et al. En 2017. Comme le montre la prospection géophysique, il y a en surface, superficiellement, juste en dessous des trois fumerolles, des zones de très forte résistivité dans lesquelles il y a circulation de fluide et qui expliquent la venue de fluide à l'origine de l'altération hydrothermale. Et donc la Solfatara est constituée de trois fumerolles principales, Boca Grande au centre, Fangaya qui se trouve à l'ouest et Piscarelli qui se trouve à l'est.
Pour Ischia maintenant, l'histoire géologique peut, elle aussi, être divisée en plusieurs phases. Dans ce cas-ci, 3 phases principales après l'éruption du MEGT. MEGT pour Mount Epemeo Gwyn Tuff. Mount Epemeo Gwyn Tuff, c'est réellement l'éruption volcanique qui marque la création de l'île d'Ischia. Certes, il y avait de l'activité volcanique antérieurement à l'éruption du MEGT. D'ailleurs, les premières traces d'activité volcanique datent de 150 000 ans à Ischia, mais réellement, cette éruption qui a eu lieu il y a 55 000 ans, l'éruption du MEGT, signe le début de l'activité volcanique de grande ampleur à Ischia et signe la naissance de l'île volcanique. Alors, les 3 phases qui ont succédé à l'éruption du MEGT sont chacune caractérisées par un comportement particulier de la chambre magmatique. Première phase, de 55 000 à 33 000 ans, la chambre magmatique se comporte comme un système fermé. Ensuite, de 33 000 à 3 000 ans, elle se comportera comme un magma shoshonitique, saturé en potassium, puis alcali-trachytique. Et enfin, de 3000 à 1302 après Jésus-Christ, il y a un mélange de 2 magmas distincts. Maintenant, observons la géologie de l'île. La géologie structurale de l'île est tout à fait particulière. Il y a un ensemble de failles normales qui sont disposées autour de l'île et qui témoignent d'un système de contraintes extensif. Notez sur la carte la diversité des formations rocheuses affleurant qui signent la succession d'événements volcaniques qui a eu lieu sur l'île. Alors maintenant, je vais expliquer la méthode que j'ai utilisée pour réaliser la caractérisation géochimique et également expliquer quel a été le matériel à ma disposition. Le matériel à ma disposition est constitué de 22 échantillons récoltés pour des travaux antérieurs, c'est-à-dire que préalablement à mon travail, il y a eu une caractérisation minéralogique de la solfatara réalisée par Julien Pout et une caractérisation minéralogique de l'île d'Ischia réalisée par Basile Caterina. Donc, j'ai 22 échantillons, 12 viennent de la solfatara, 10 viennent d'Ischia, et ces échantillons ont été analysés en laboratoire selon 66 différents paramètres. Les techniques utilisées ont été l'ICP-MS pour les éléments en trace et la FUSE-ICP pour les éléments majeurs. J'ai divisé ces 66 paramètres analysés en 4 séries d'intérêt. Premièrement, les éléments majeurs. Deuxièmement, les LILE HFSE. LILE, c'est les éléments mobiles. Les HFSE, c'est les éléments immobiles. Les terres rares et les chalcophiles. Ensuite, pour traiter ces résultats, je ne montre pas des données brutes, mais je les normalise par rapport à la composition de la croûte continentale supérieure, qui est abréviée en UCC, Upper Continental Crust, et ce UCC constitue un standard en géochimie et me permet de montrer comment varie la composition de mes roches par rapport à la moyenne de la croûte continentale supérieure. Donc, les résultats, mais avant de montrer ces diagrammes, eh bien, on peut s'interroger sur quels sont les minéraux d'altération dans les travaux précédents. Eh bien, les minéraux d'altération sont principalement des sulfates, notamment de l'alunite, un sulfate alumino-potassique, l'alunogène, un sulfate d'aluminium, l'allotrichite, un sulfate de fer, et l'abjonite, un sulfate de manganèse. Alors maintenant, je vais vous montrer des arachnogrammes, donc des spider diagrammes en anglais, qui montrent les variations de la composition géochimique des roches. Voici ces diagrammes. Comme vous pouvez le voir, c'est compliqué à interpréter, il y a beaucoup d'informations, c'est pourquoi, après avoir traité ces premières données, en première approximation, eh bien, l'étape suivante est de montrer non pas la composition des roches par rapport à la croûte continentale supérieure, mais plutôt, se rappelant l'objectif de mon travail de fin de bac, qui est, je le rappelle, de caractériser les roches altérées par rapport aux roches saines, eh bien, je peux montrer la composition des roches altérées par rapport aux roches saines. Donc, pour ce faire, cela constituera la discussion de mon travail. Pour ce faire, je choisis un échantillon que je considère comme la roche saine. Ici, il s'agit de Sol 25B, comme vous le montre l'axe Y de ces graphiques. Et je normalise la composition de mes échantillons altérés, Sol 16A, Sol 16B et Sol 16C, par rapport à Sol 25B. Alors, comme le montrent ces spider diagrammes, eh bien, il y a 2 choses à noter majeures. Premièrement, ces échantillons sont composés en quasi-totalité d'alunite, donc un sulfate alumino-potassique. C'est pourquoi les échantillons
par rapport aux roches saines, ont des concentrations identiques en aluminium et en potassium. Et en revanche, autre fait intéressant sur la lunite stabilise l'arsenic et fractionne les terres rares légères. Cette observation, elle se confirme à la Solfatara, mais surtout, elle a déjà été observée dans d'autres contextes, notamment en Colombie par Ingobiato et al. En 2017. Comme on peut le voir, eh bien, les échantillons Sol 16A, Sol 16B et Sol 16C présentent des concentrations importantes en terres rares légères. Il s'agit du lantane, du praésodyme et du néodyme, de l'ordre d'un facteur d'enrichissement compris entre 1 et 3, c'est notamment pour le lantane, on a un facteur d'enrichissement de 3, et présente des enrichissements également en arsenic, un facteur d'enrichissement de 2. Notez également les concentrations très faibles en argent, comme je vais le montrer, eh bien l'argent est un marqueur de l'altération hydrothermale. Moins vous avez d'argent dans l'échantillon altéré, plus l'échantillon est altéré. Alors deux autres échantillons intéressants, c'est les échantillons qui proviennent de la fumerole de Boca Grande, le lieu type d'échantillonnage de la russowite, un minéral riche en azote. Eh bien, lorsqu'on observe les spider diagrammes associés à ces échantillons, on constate un enrichissement en arsenic, mais cette fois un enrichissement 100 fois. Cet enrichissement 100 fois ne peut plus être expliqué, comme je l'expliquais juste auparavant, par la présence d'alunite. Il s'agit vraisemblablement d'un minéral qui n'a pas été identifié par la diffraction de rayon X, qui n'a pas été identifié par microscopie, mais dont je suppose la présence dans mon échantillon du fait, d'une part, que la Boca Grande est le lieu type d'échantillonnage de la russowite, et d'autre part, qu'il faut vraisemblablement qu'il y ait un minéral qui contienne de l'arsenic dans sa formule structurale. Maintenant, passons à Ischia. Alors, à Ischia, il y a encore un fractionnement des terres rares légères par rapport aux terres rares lourdes, comme nous l'avons observé à la Solfatare, mais cependant, vous noterez que cette fois, les échantillons ne sont plus enrichis en terres rares légères, ils sont appauvris en terres rares légères. Par exemple, pour le lantane, on n'a plus un facteur d'enrichissement de 3, mais un facteur d'appauvrissement de 0,3. Comment expliquer cela? Eh bien, de mon point de vue, ceci s'explique par la différence d'origine, la différence du magma d'origine de ces échantillons. Comme je vous l'ai dit, pour Ischia, il y a un magma shoshonitique saturé en potassium, et au plus le magma est saturé au potassium, au plus la différence entre terres rares légères et terres rares lourdes est marquée, et donc, si les échantillons qui contiennent de la lunite sont ici appauvris en terres rares légères et ne sont plus enrichis en terres rares légères, eh bien c'est parce qu'en fait la roche source était déjà très enrichie en terres rares légères par rapport à la croûte continentale supérieure. Notez l'enrichissement tout à fait mystérieux en plomb. On a un enrichissement de 100 fois pour fan 1G en plomb. Cet enrichissement est corrélé avec des enrichissements en antimoine, barium. Donc il y a peut-être des sulfures riches en métaux lourds, mais qui n'ont pas été observés par la caractérisation minéralogique. Et notez également, encore une fois, l'appauvrissement en argent de l'échantillon fan 1A. Alors l'appauvrissement en argent signe que le fan 1A est très altéré. Je vous remontre le graphique juste avant de Sol 22A et Sol 22D. Ils étaient également fort appauvris en argent parce qu'ils ont subi une altération hydrothermale poussée. Alors, en conclusion, les points communs entre Ischia et la Solfatara sont une roche saine comparable, un protolithe comparable, il s'agit d'une trachite assanidine. Il y a également une stabilisation de l'arsenic par la lunite. L'aluminium qui cristallise dans les sulfates vient de la roche saine, donc l'aluminium ne sort pas du système, l'aluminium est stable, et l'argent semble être un marqueur de l'altération hydrothermale. Les points à éclaircir demeurent, la forte teneur en antimoine, en plomb et en barium dans un échantillon de fumerole. Y a-t-il présence de sulfures riches en métaux lourds? Cela reste à investiguer. Et enfin, un autre point intéressant est quelle est la limite de la comparaison entre Ischia et Solfatara. Comme je l'ai montré, eh bien, le fractionnement des terres rares légères et des terres rares lourdes a lieu à Ischia ou à la Solfatara, mais par contre, si à la Solfatara on avait un enrichissement en terres rares légères, à Ischia on a un appauvrissement en terres rares lourdes. Alors comment expliquer cela? Est-ce dû à des différences d'origine du magma? Eh bien, vraisemblablement, bien que ces deux sites soient proches géographiquement, il y a des différences géochimiques et des différences géodynamiques entre les deux sites qu'il convient d'expliquer. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant passer aux questions.